Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un thème, subir ou agir. Article que j'ai rédigé ce 27 mai 2020, inspiré par la situation actuelle. Et inspiré aussi par Gandhi, avec cette fameuse phrase, enfin fameuse pour ceux qui la connaissent, « C'est en nous que doit se faire le changement que nous voulons voir autour de nous ». J'y pense parfois, cette phrase de Gandhi. C'est en nous que doit se faire le changement que nous voulons voir autour de nous. Or, c'est comment autour de nous? Si je suis habitant de la Terre, 2020 est contraignant, angoissant et marque tous les esprits à cause d'un virus qui prend des vies, qui s'en prend à nos habitudes de vie et qui nous contraint à nous confiner, à subir, à patienter et à restreindre notre capacité d'agir. Alors, pour paraphraser Gandhi, c'est comment en nous pour que cet extérieur soit aussi menaçant, pour qu'on le subisse, qu'on se fasse de terribles peurs, si l'on passe son temps devant son écran de télé ou d'iPad à voir les nouvelles des informations. Si l'on suit sa phrase à la lettre, dans cette logique qu'il semble pointer, d'un lien entre nous et le monde, cela voudrait dire que nous serions tous déjà des angoissés de nature, qui vivons dans la crainte qu'on se confine bien avant le confinement, au sens de s'éviter les uns les autres, de s'observer les uns les autres de façon menaçante, plutôt que comme des êtres complémentaires et bienveillants. Alors, me diriez-vous, mon cher Watson, cela semble évident. Alors si tu veux que le monde soit meilleur, sans doute y a-t-il du pain sur la planche chez chacun d'entre nous pour que l'environnement autour de nous soit plus apaisé qu'il ne l'est actuellement dans la logique de Gandhi. Je suis un peu provocant, mais ce que j'ai à vous dire ici tente d'explorer au maximum le sens de ce que Gandhi a pu vouloir nous dire. Dans la vie, il y a deux possibilités que je vois chez mes clients, d'ailleurs, et chez moi-même, comme deux catégories de personnes. On peut entendre subir, dire que nous ne pouvons rien, que c'est comme ça, on peut râler, s'en prendre en permanence aux autres par rapport à nos difficultés, s'en prendre même à la météo. Et je vois aussi tout le contraire, avec des personnes actives qui ont des raisons même d'avoir choisi une vie d'action, une vie dans laquelle ils sont les maîtres à bord. Des personnes qui ont choisi la totale responsabilité de ce qui leur arrive. Et ces gens-là vont étonnamment bien. Comparé à la première catégorie, ils sont entreprenants, ce qui leur arrive est toujours intéressant, comme si le positif les suivait et s'accumulait autour d'eux. Bien sûr, comme tout le monde, ils vivent des aléas. Mais ils ne les appréhendent pas de la même manière. Ils en font des opportunités, ils cherchent à leur donner du sens pour rebondir vers du positif. Un retard dans le métro? Quel est votre premier réflexe? Vous comprendrez ce que je veux vous dire. Râler, s'en prendre au conducteur, à la compagnie de métro, peut-être à votre voisin qui vous piétine et qui en profite pour vous piquer la seule place assise qui reste. Ou en profiter pour respirer, écouter une musique qui vous fait du bien, lire, peut-être écrire un peu, ou plus rarement, discuter avec son voisin. Pour tout vous dire, je pense que Gandhi avait raison, il y a bien un lien entre nous-mêmes individuellement et le monde. Voyez le monde avec des yeux d'enfant, et alors le monde vous donnera beaucoup d'opportunités. Voyez le monde comme une menace permanente, et vous passerez de très mauvaises nuits et de des journées sur les nerfs. On a tous vécu cette expérience de se lever du bon pied, ou du pied gauche, et d'en mesurer les conséquences. Si vous en doutez, prenez un petit carnet et faites le bilan en fin de journée. Votre perception du monde, le voir menaçant, ne vous aura pas amené que du bon dans la journée. Au contraire, souriez, voyez la beauté du monde et vous verrez que vous allez même passer à côté des orages. Un exemple récent pour vous éclairer. Vous attendez une livraison par Amazon. Vous râlez lorsque vous lisez dans leur email que c'est le transporteur X qui doit vous livrer car vous avez déjà eu affaire à eux et votre colis n'est jamais arrivé.
Que se passe-t-il alors en vous à ce moment-là? Eh bien, l'énervement survient. La colère monte, vous anticipez que le colis il ne vous parviendra jamais. Vous répétez à qui veut bien l'entendre que vous les connaissez bien, ces gens-là, de la livraison, hein, que ces gens-là ne sont pas fiables. Comment ça va dans votre corps en noircissant le tableau comme ça? Comment va votre tension artérielle? Je vous dis cela car c'est arrivé à une amie encore récemment. Son colis a fini finalement par être livré en temps et en heure. Mais elle a perdu toute une matinée ensoleillée où elle aurait pu passer de bien meilleurs moments plus agréables plutôt que de s'inquiéter. Cet exemple vous semble assez banal. Oui, on pourrait dire ça, au sens où il est récurrent et bien partagé sur cette planète. Car ce type de comportement, eh bien, c'est le nôtre. Dans la vie de tous les jours, au travail, dans notre vie sociale. Ce sont des habitudes inconscientes que nous ne sommes même plus en mesure, en capacité de voir en nous. Par contre, nous sommes les premiers à les dénoncer chez les autres. Pourtant, en tant que coach, je peux vous dire qu'une personne qui évolue dans ses comportements, en travaillant un peu sur elle et qui s'est donc bonifiée, a plus de présence, plus d'impact, plus de connexion positive avec les autres. Contrairement à ceux qui restent pris dans des habitudes négatives comme se plaindre, critiquer, juger, renvoyer sur les autres leurs difficultés. Je mesure toute la différence entre les gens qui ont l'esprit tourné vers l'agir et d'autres, malheureusement, qui ont l'esprit tourné vers le subir. Je me dis qu'avec cette situation sanitaire, en 2020, le subir a pris le dessus sur l'agir. On attend, on ne peut rien faire. Ce sont les scientifiques qui savent. Face à cette situation inédite, ce qui semble se jouer, c'est notre capacité à agir. Le monde étant devenu encore plus dangereux, mieux vaut s'abriter. Que peut-on faire d'autre? On n'y peut rien. Attendons que ça passe. Mais en reprenant la phrase de Gandhi, voilà une question que je pointe. Puisque nous subissons cet environnement contraignant prévu pour durer encore, port du masque, distanciation sociale, quel serait le lien entre nous-mêmes et cette situation? Que devons-nous changer en chacun de nous si nous voulons alors revenir à un environnement plus positif? Cela pourrait nous faire réfléchir à nos comportements individuels dont Gandhi fait mention. Comment reprendre la main? La situation extérieure est angoissante et elle nous renvoie à de l'impuissance. Alors ces angoisses et cette impuissance ont donc logiquement comme origine nous-mêmes, selon la logique gandhienne. Elles nous appartiennent, elles sont en nous. Se changer nous-mêmes, c'est comme le dit le vieil adage populaire, balayer devant sa porte. Je croise, vous croisez, nous croisons tous des responsables qui demandent à leurs équipes de réduire leurs frais, de respecter les règles de la bienveillance au travail, alors que finalement eux ne le font pas. Je ne vous cache pas que la dynamique d'une équipe en subit les conséquences, car tout se voit, tout se sait, et c'est toute l'équipe qui perd en motivation. En reprenant le sens de la phrase de Gandhi, je me demande s'il n'a pas voulu nous faire réfléchir aussi à l'effet miroir. Serions-nous si peu agréables, manquerions-nous tellement de confiance en nous pour que l'extérieur soit si dur? Les phénomènes extérieurs seraient un reflet de nous tous, pris individuellement? Point d'interrogation. Question qui me vient alors, s'il fallait rester fidèle à ce que ce Gandhi nous a dit, changer quoi? Changer comment? Changer pourquoi? Après tout, je ne suis pas responsable des choses affreuses qui se passent dans le monde à 10 000 km de chez moi, et chacun d'entre nous a déjà fort à faire pour rester positif et pour profiter de sa vie. On ne va pas plus s'encombrer de responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Il serait intéressant que ce que vous êtes en train de lire ou d'écouter n'agisse pas sur votre sentiment de culpabilité. Je trouve que ce monde sait très bien nous culpabiliser et je milite déjà justement pour nous en défaire en reprenant la part de responsabilité qui nous incombe. D'abord, en mesurant en nous ce prisme agir, subir, en vérifiant, même si cela ne nous fait pas plaisir, où nous en sommes à ce sujet. Et ensuite d'agir sur ce que nous pouvons faire très vite au quotidien pour que ça profite à tout le monde. Avant d'aborder cette phase,
agir sur le monde très vite, je vais vous raconter une petite histoire de ma dernière séance de coaching pour vous montrer combien on peut s'engluer nous-mêmes dans un fonctionnement et rendre les autres responsables de nos petits malheurs. J'ai un coaché, un manager, une quarantaine d'années, qui n'en peut plus d'être sollicité en permanence par ses équipes. Il est vrai que pendant une session de 2 heures, avant que je lui laisse la liberté de décider s'il coupait ou pas ses emails, pendant nos sessions, j'entendais ces petits clics qui indiquaient sur son téléphone l'arrivée des mails. J'en ai entendu toutes les 3 minutes. Il m'a alors expliqué son éducation, du moins qu'il retirait de son éducation le fait qu'il est un people pleaser, c'est-à-dire quelqu'un qui fait plaisir aux autres en permanence, soucieux du bien-être des autres, qu'il se charge de rendre les autres heureux, car c'est aussi son comportement chez lui, dans son ménage. Il ne peut pas s'empêcher d'être comme ça. Selon lui, c'est de famille. Au travail, il anticipe les besoins de son équipe, répartis dans toute l'Europe. Il leur répond à la minute. Il est très tourné vers ses collaborateurs et il ne va jamais aux réunions managers, ou si peu, car il les manque puisqu'il est toujours sur le terrain. Au fil des entretiens, il a pris de la distance avec eux, il a mieux délégué, il a fait la part des choses, car en fait, il avait beaucoup de colère. C'est donc quelque chose n'allait pas dans son mode de fonctionnement avec eux. Ayant pris conscience que cela émanait de lui, il en a assumé la responsabilité. Au lieu de se plaindre de ses collaborateurs, il a fait la corrélation entre qui il est, ce qui émane de lui, et eux. Il subissait ses équipiers et il a décidé de redevenir un acteur au sens de l'agir. Maintenant, il n'agit plus à leur place. Il les a rendus plus acteurs de leurs propres responsabilités. Son niveau d'énergie est d'ailleurs remonté en flèche. Mais même s'il me dit qu'il n'a toujours pas réglé cet aspect people pleaser, qui peut prendre des années d'ailleurs, il se sent plus en harmonie déjà avec les autres. En somme, il a remis chacun et lui-même à sa place pour le mieux. Il ne voyait pas cette corrélation entre ce qui lui arrivait et ses colères. Il jugeait ses collaborateurs pas assez compétents, le sollicitant pour un oui, pour un non, mais il a compris que son problème n'était pas chez les autres, mais d'abord chez lui. Les autres ne faisaient que de s'ajuster à ce comportement très visible, très disponible. Maintenant qu'il a vu et compris que cela émanait de lui, il n'a pas eu de mal à faire ce qu'il fallait pour obtenir une équipe qui se comporte autrement depuis. Ce monsieur a agi sur son environnement, il ne l'a plus seulement subi. Vous comprenez ? Voyez-vous le sens de la phrase de Gandhi ? C'est en nous que doit se faire le changement que vous voulez voir autour de vous ? J'aurais pu rajouter de nous. Réfléchissons à cela. Que seraient nos journées si nous devenions plus attentionnés avec les personnes qui vivent à nos côtés, avec lesquelles nous travaillons tous les jours, avec notre voisin, avec le serveur de café, le vendeur, vos enfants, notre famille. C'est déjà un changement qui m'apparaît accessible, mais de là à avoir un effet sur les tensions et les conflits au Proche-Orient, sur cette planète ou ailleurs, il y a un monde. Quoique, si nous devenions tous en même temps plus attentionnés, que pourrait produire un effet de masse ? Il y a d'ailleurs pas mal de publications depuis une quinzaine d'années sur les effets de la méditation qui démontrent qu'un groupe de méditants a des effets sur des non-méditants qu'ils fréquentent. Il leur apporte de la sérénité. Alors continuons de creuser dans ce sens. Que se passerait-il si nous étions plus attentionnés avec nous-mêmes ? Je rencontre tant de gens atteints par ce symptôme de l'autocritique. Par exemple, en ne nous jugeant plus aussi férocement lorsque nous n'avons pas réussi à faire ceci ou cela, en ne nous comparant plus à qui que ce soit, en prenant conscience de nos jugements, de nos jalousies, de nos envies qui nous poussent à stopper, freiner, condamner, juger l'autre, à vouloir même son job. Je rencontre, comme tout le monde, beaucoup de personnes qui se disent fatiguées, déçues par l'humain, qui me disent encore être plus interrogatives et plus tristes et même révoltées quant à tout ce qui peut se produire, comme si tous les malheurs du monde s'amplifiaient depuis 20 ans.
Je rencontre aussi beaucoup de personnes préoccupées et fatiguées par les luttes entre collègues au bureau et qui supportent de moins en moins la pression. Mais qui est prêt à générer, en référence à la phrase de Gandhi, autre chose en mettant par exemple un peu de bonne volonté dans des petits gestes de la vie quotidienne? Ce n'est pas impossible. Nous connaissons tous, pour les subir ou les pratiquer, les impolitesses spontanées dans les transports, sur la route, les impolitesses des autres, les nôtres, les miennes, ou les dénigrements trop faciles entre voisins de palier, les luttes d'influence au travail, les indifférences à son prochain, les jalousies, l'envie, les mensonges, les peurs. Mais qui au final les entretient sinon nous-mêmes, soit en tant qu'initiateur, je parle aussi pour moi car je ne suis pas un saint, soit en tant que victime qui subit l'autre et qui va réagir pour ne plus se laisser faire. On ne sait parfois plus qui a initié le combat, moi, lui. En tant que coach, je reste étonné de la puissance des arguments des deux parties qui se tapent dessus, qui croient. Comme dans mon enfance, lorsque nous jouions dans la cour d'école, la maîtresse assistait à nos petites colères et nous séparait en nous punissant l'un et l'autre, en se disant que l'un et l'autre y étaient bien pour quelque chose. J'en viens à y repenser parfois. Au fond, malgré les années, rien n'aurait changé. Observons aussi les médias qui mettent en avant nos jeunes de 18 ans, déjà intronisés stars et dont la popularité dans certaines émissions est d'autant plus forte qu'ils s'insultent. La liste est aussi longue de jeux de guerre de PlayStation. Il y a quelque temps, alors que je lisais un quotidien d'informations gratuits sur le web, je l'avoue sur mon téléphone, une publicité de la PlayStation sur le dernier jeu de guerre à la mode m'a paru d'une façon violente alors que je lisais calmement un article d'un philosophe qui exprimait des mises en garde contre les risques de guerre au Moyen-Orient et qui ne cessait de répéter plus jamais ça. Et que la paix est fragile. Cette publicité intempestive sur ce jeu pour jeunes me vantait la guerre au même moment. Qui entretient ça? Un robot? Une machine? Peut-être, c'est même sûr. Mais non. Le robot informatique est programmé par l'homme, c'est-à-dire ceux qui les inventent, ces jeux de massacre. Peut-être vous, peut-être moi qui les achète pour mes enfants, mes neveux. Peut-être un ami d'un ami proche qui y travaille pour gagner sa vie, ou un de mes enfants qui y joue. Autrement dit, ce climat est entretenu par nous-mêmes. Or, qu'a voulu dire Gandhi? C'est en nous que... Eh bien, on peut être horrifié par ce qui se passe dans le monde et c'est préoccupant. Mais l'hypothèse que je formule, c'est que par nos comportements quotidiens, nous les rendons possibles. Nos jugements sur nous et sur les autres, nos jalousies, nos comportements, les compétitions égoïstes qui sont exacerbées depuis notre enfance, tout ce dont nous disons subir, tout ce que nous subissons et qui vient du dehors m'apparaît nettement n'être en fait que le reflet démultiplié de nos propres agissements quotidiens. Dénigrement, jugement facile, jalousie, envie, peur, auto-dénigrement, notre préférence marquée pour des films à la gâchette facile, surtout lorsque des bombardements par des vaisseaux galactiques entrent en jeu avec plein de vaisseaux lumineux de couleurs. Sommes-nous à ce point hypnotisés pour ne pas ouvrir les yeux sur le fait que nous donnons une énorme permission à la violence par nos propres pensées, nos propres agissements quotidiens et nos propres préférences? Gandhi, comme tu as eu du flair. C'est en nous que doit se faire le changement que nous voulons voir à l'extérieur. Ce que j'écris ici n'est ni une accusation, ni un pamphlet dont l'objectif serait de culpabiliser et d'enfoncer le clou. C'est un appel à des prises de conscience pour que nous parvenions à ouvrir les yeux sur nos pensées, nos agissements, car nous avons largement la capacité de les changer lorsque nous en sommes conscients. Le pouvoir personnel que nous avons est énorme, et il m'apparaît même illimité si nous modifions juste un peu nos propres comportements. L'addition de plusieurs comportements a plus d'impact qu'on peut le penser. C'est ainsi qu'une seule personne peut même faire basculer une décision face à un collectif d'individus divisés dont les objectifs sont divergents et différents. L'unique condition pour que cette personne réussisse, c'est qu'elle soit déterminée à 1000%.
C'est souvent de cette façon que nos côtes ont été bétonnées. Un seul entrepreneur qui tenait tête à un collectif, d'abord réuni, puis, sur le temps, finissant par se diviser. Merci à Gandhi et merci aux personnes que j'accompagne en coaching qui me permettent de plus en plus d'accéder à ce niveau de compréhension, d'ouverture et finalement de conviction. Un exemple encore, me direz-vous, car ça tient peut-être du rêve, voire de l'illusion à grand spectacle, ce que je vous raconte là. Il y a un homme que j'ai coaché me disait qu'il était fatigué par les comportements de ses collègues et responsables au bureau. Cet homme vivait vraiment très mal cette situation et c'est pour cette raison qu'il avait choisi de se faire coacher. Mais alors que nous avions rendez-vous pour une séance de coaching, un incident arriva. Il venait de s'en prendre à l'hôtesse d'accueil de mon bureau, qui lui avait servi un café sucré, alors qu'il l'avait demandé sans sucre. La personne de l'accueil s'était trompée et s'était excusée. Or, la réaction de ce monsieur était très dure, démesurée même, disproportionnée, me dit-on, et l'hôtesse en fut bouleversée, mais pour le reste de la journée. J'ai demandé à ce monsieur ce qu'il en pensait. Bien sûr, il a trouvé toutes les raisons à sa réaction, ça c'était 15 jours plus tard. Mais sentant qu'il tournait en rond dans ses arguments et que je n'étais pas plus convaincu que cela, il a fini par me parler de son stress lié à son quotidien dans l'entreprise où il travaille. Mon questionnement l'a alors amené à réfléchir au fait que si nous agissons tous ainsi, nous ne pouvons pas alors nous plaindre de ceux qui agissent aussi de cette manière brutale contre nous. On leur offre même un visa de brutalité sur un plateau d'argent. Je me souviens lui avoir dit, mais qui est-on finalement pour juger les autres et même condamner leurs agissements contre nous si nous-mêmes nous agissons de la même façon qu'eux? Il s'est alors ressaisi. Il a pris alors l'option pour les jours suivants d'observer plus attentivement ses propres agissements et ses propres réactions. Sa manager, une femme, et donc ses équipes, ont observé d'ailleurs de nets progrès plus rapidement qu'on pouvait le penser. Il a fini par me dire qu'il vivait mieux qu'auparavant, tout en me disant que c'est un combat de tous les instants de rester éveillé. Éveillé, c'était son terme. J'ai beaucoup aimé ses propos. Je crois lui avoir dit: il est en effet plus difficile de rester éveillé et de s'observer dans nos agissements, et il est tellement plus facile de fermer les yeux sur nos agissements et de s'en prendre aux autres. Quant au mot combat, je lui ai proposé de le remplacer, s'il le voulait bien, par le mot effort. En faisant cet effort de dire par exemple à l'hôtesse d'accueil: ce n'est pas grave, ce n'est qu'un café, elle aurait pu passer une meilleure journée, et lui aussi. Avec plusieurs années de distance par rapport à ce qui s'est passé pour lui, c'était en 2016, je me dis que nous alimentons tous la pompe à problème. Sur le coup, le mal est fait, car lorsque la personne reçoit un message brutal, par oral, par mail et par écrit, cette personne est finalement contaminée négativement pour le reste de sa journée, car les ondes négatives persistent pour un bout de temps dans la tête de chacun d'entre nous. On l'a tous connu, on l'a tous vécu. Et cela se transmet à tous les autres, car l'humeur de celui qui s'est fait agresser, verbalement ou par mail, est morose. Et son entourage le ressentira dans la journée. On dira: mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Comme si tout l'entourage subissait par réaction en chaîne un événement pourtant distant de eux. Il arrive heureusement parfois que celui qui allumait les jeux vienne nous voir et nous dise: excuse-moi, comme je ne suis pas bien, j'ai réagi avec colère, je t'ai mal parlé. Ou aussi: je t'ai mis la pression sans même t'expliquer le contenu de ce dossier client, je l'avoue. Mais c'est trop tard. C'est trop tard pour celui ou ceux qui, entre-temps, auront été en contact avec la personne chahutée et qui étaient dans de mauvaises dispositions. Je me demande toujours ce qui se serait passé si la personne de l'accueil avait été félicitée pour le café. À qui aurait-elle souri tout au long de sa journée? Ce sourire aurait fait plaisir à d'autres, c'est certain. On peut imaginer que l'état du monde actuel est peut-être l'addition de plusieurs réactions en chaîne de cette nature. Alors, que serait notre vie si nous l'alimentions en bonheur quotidien, fait de paroles agréables, un geste de politesse,
un sourire, une discussion sympathique à entretenir avec un chauffeur de taxi stressé. Nos petits gestes sont des dons qui rendent les gens rencontrés plus heureux. Peut-être pendant 2 minutes, peut-être pendant 10. Et je vous promets que vous ressentirez même à distance leur joie par l'intermédiaire d'autres personnes qui viendront vers vous avec plus de joie. C'est un moyen que nous avons tous pour être dans l'agir plutôt que de rester à subir. Si vous donnez du bonheur à quelqu'un que vous ne connaissez pas, même un court instant, sachez que des petits bonheurs surgiront pour vous au coin d'une rue, par des personnes que vous ne connaissez pas. Elles pourront se montrer polies, souriantes, sympathiques. Il y a quelques jours, à déjeuner, j'entrepris spontanément de parler avec le chef cuisinier d'un bel espace professionnel qui servait lui-même les clients présents ce jour-là pour des team building, des séminaires d'équipe. J'ai décidé de lui parler d'un garçon plein de talent, que je connais bien, et qui adore la haute cuisine et qui aimerait en faire son métier. Notre échange, bien sûr, était avant le confinement. Cet échange a été spontané, sympathique, souriant, mais est finalement resté assez court. Je pris même en photo le menu du présentoir qui mettait en avant une spécialité à base de truffes et du livre d'un éditeur connu faisant référence au grand chef ayant travaillé ou travaillant encore avec cette société. Il me dit que ce livre était à la vente si je souhaitais me le procurer. Mais je n'en faisais rien, j'allais déjeuner, je le remerciais, bien sûr, et je lui ai souhaité une belle journée. N'ayant pas eu un moment dans la journée, car j'animais moi-même un séminaire sur place, quelle ne fut pas ma surprise en fin de journée, lorsque la responsable de ce bel espace m'offrit ce livre avec un message bien sympathique et encourageant pour ce jeune ami. Je n'avais aucune attention en parlant au chef cuisinier. J'avais juste accordé un peu d'attention à ce monsieur qui me semblait aimer son métier. Je sais par contre que nous avions le sourire tous les deux. Nous pouvons tous déclencher cette douceur autour de nous et même si c'est un effort, rien ne se fait sans effort. N'attendons pas tout de l'autre, surtout si l'autre attend lui aussi tout de nous. Sinon, il ne se passera rien. Grâce à l'analyse transactionnelle, je recommande l'ouvrage du docteur Eric Berne, Que dites-vous après avoir dit bonjour ? Grâce à l'analyse transactionnelle, nous sommes en mesure de démontrer que les tensions et les conflits sont le résultat d'un manque de reconnaissance, à savoir d'intérêt ressenti par autrui, donc de l'intérêt que nous portons à l'autre. À ceux qui me trouveraient utopiste, j'ai envie de leur raconter une autre histoire. Elle m'évoque beaucoup de choses car elle s'est produite dans ce contexte sanitaire difficile où beaucoup de voix se sont élevées pour plus de bienveillance, mais l'état réel en est tout autre. Vers le 20 avril, donc en plein confinement, j'ai eu une séance de coaching qui m'a beaucoup touché car mon client, le coaché, un expert coordinateur d'une petite équipe de développeurs dans un grand groupe, a été victime de bassesse et réellement de moquerie. Cela m'interpelle compte tenu du contexte actuel et des discours sur un après-Covid plus généreux, plus humain, où ce ne sera plus comme avant, et alors que des efforts sont entrepris d'ailleurs par beaucoup d'entreprises sur le thème de la bienveillance au travail. L'homme que je coach est brillant dans son domaine. J'appellerai mon coaché Nicolas, pour conserver l'anonymat et respecter ma déontologie en tant que praticien coach. Nicolas est ingénieur de formation, il a environ une quarantaine d'années, et je n'en dirai pas plus sur lui. Il faut savoir que le DRH et le N+1 de Nicolas l'ont identifié en 2019 comme un futur manager et ils lui ont proposé un coaching pour faciliter une future prise de poste devant intervenir en juin 2020. Il est le coordinateur, pas encore manager, d'une petite équipe de 4 à 5 personnes. Je le coach à la demande de l'entreprise pour qu'il soit aussi plus à l'aise dans la délégation et qu'il gagne en confiance en lui lorsqu'il doit animer des équipes et parler en public. Visiblement, l'entreprise parie sur lui. Et Nicolas a accepté ce coaching en novembre 2019. Il se trouve qu'il se pose également des questions sur son impact car
Un bégaiement lui pose quelques soucis et j'en prends la mesure à l'occasion de nos séances. Bien sûr, il a essayé tout ce qui est possible pour l'atténuer, ce bégaiement, mais cela s'aggrave alors qu'il est sous stress et qu'il doit animer une réunion ou piloter un projet avec enjeu. Bon, il a fini par s'adapter, il est devenu un expert dans son domaine. Le travail que nous avons entamé 4 mois avant porte ses fruits, mais lors de notre session de coaching d'avril, il m'apprend qu'il est en arrêt de travail pour 2 semaines. Je vois bien lors de notre visioconférence qu'il n'a pas l'air en forme. Il me dit qu'il est déstabilisé depuis 2 jours et qu'il pensait même avoir quelques symptômes du Covid. Il a eu une consultation la veille avec un médecin, mais ce n'est pas certain. Évidemment, je lui demande s'il préfère interrompre pour aller se reposer, en repoussant à plus tard notre séance du jour pour prendre soin de lui. Je m'attendais à ce qu'il veuille mettre fin à la séance, mais il ne l'a pas souhaité. Intrigué, je lui propose alors un contrat de séance d'écoute et de faire le point 1 heure après pour connaître son état d'esprit. Il s'est mis donc à me raconter ce qu'il avait mis dans cet état. Tout cela est arrivé en télétravail. Nicolas m'explique donc qu'à l'occasion d'une réunion d'équipe en visioconférence, des collègues l'ont moqué pour son bégaiement, l'imitant de manière insistante. Cela a commencé le matin en sa présence lors d'une première réunion, mais cela ne l'a pas plus perturbé que ça, car il avait mis ça sur le compte de l'humour ou de la taquinerie, peut-être du confinement, et que cela fait presque 4 ans qu'il collabore avec eux. C'est ce qu'il se disait. Jusqu'à ce qu'un client le contacte un peu après, gêné, pour lui faire part de ce dont il avait été le témoin. Dans son entreprise, un client est proche de vous. Alors que le client faisait des tentatives infructueuses pour se connecter à distance par un site de visioconférence, il a été le témoin non prévu de la nature des premiers échanges sur un ton moqueur au sujet de Nicolas, sans se douter que le client les entendait. Ce n'était plus de l'humour, car ce client a compris que ces moqueries dataient de quelques mois déjà. Ce client aurait pu décider de ne rien en faire, mais il se trouve que pour lui, la mauvaise qualité des relations de travail entre les membres d'une équipe sont source de questions sur l'efficacité du projet et ont entraîné des suspicions supplémentaires, suite à des manques évidents de résultats qui ne s'expliquaient pas. Il en a donc référé à Nicolas, et au N+1 de Nicolas en charge de l'équipe. Outre le fait que Nicolas fut bien sûr interpellé et qu'il s'est senti mal à l'aise, car cela remet en cause son positionnement et sa place pour les jours et semaines qui viennent, c'est aussi la réaction du client qui m'interpelle. On me dit souvent que les personnes sont remplaçables, que seuls les résultats comptent. Or, les étranges relations de travail qui ont été observées par le client ont sonné l'alerte car il s'est mis à pointer comme cause de l'insuffisance des résultats du projet le mauvais climat de l'équipe. Depuis, l'entreprise a pris le message très au sérieux et elle a changé l'équipe. En avril, le DRH a accepté une demande de mobilité de Nicolas afin de préserver son moral. Le directeur général de la branche a eu raison du chef de projet qui laissait alimenter les propos contre Nicolas. Nicolas m'évoque des jalousies possibles, du fait que l'entreprise lui a proposé un poste de manager. Le coaching lui a été attribué pour faciliter cette prise de fonction qui devait intervenir en juin. Cette histoire, comme tant d'autres, montre qu'il y a toujours une corrélation entre de bons résultats et la qualité des relations entre les personnes qui composent une équipe. Quand l'entraide est là, tout va plus vite et devient plus léger, plus efficace. Pour aider Nicolas, mon coaché, à retrouver un peu de stabilité, je lui dis qu'un directeur général d'une mutuelle me raconta un jour. Pour lui, lorsque l'on a des facilités que d'autres n'ont pas, eh bien, on se doit d'aider les autres à les acquérir plutôt que de les garder pour soi. Donc, ce directeur général me raconta cela. Ce fonctionnement, d'ailleurs, était à la base du succès de son entreprise. Il me l'affirmait avec beaucoup de certitude. Alors, si c'est en nous que doit se faire le changement que nous voulons voir chez les autres, peut-être que cela pourrait se faire en prenant exemple sur ce DG. La nature fonctionne d'ailleurs ainsi et elle nous le montre tous les jours sous nos yeux. Les feuilles tombent à l'automne et elles nourriront le sol qui va ingérer cela, s'endormir en hiver,
et le printemps revenu, donner aux plantes les aliments dont elles ont besoin pour revenir à la vie. Si la vie est un cadeau pour la nature, il est évident qu'elle l'est aussi pour nous, mais sans doute nous, les humains, l'avons un peu, parfois beaucoup oublié. Nous avons du mal à offrir aux autres qui ont moins que nous, alors que cela pourrait être bon non seulement pour eux, mais aussi pour soi, car la satisfaction de donner agit sur notre joie et sur notre sentiment d'utilité. Il s'agit aussi d'être conscient qu'on ne peut pas demander aux autres ce que l'on ne fait pas soi-même. Ainsi en va-t-il de la politesse, de la tolérance, du respect, de la confiance, de l'hypocrisie, du mensonge, de la compétition, au détriment de la coopération. Qu'attendons-nous pour avoir des petits gestes sympas pour notre voisin ou notre boulanger, notre collègue de travail? Enfin, il y a cette réflexion que Bouddha avait faite et qui fait réfléchir. Je vais vous la lire. Quand un oiseau est vivant, il mange des fourmis. Quand l'oiseau est mort, les fourmis le mangent. Le temps et les circonstances peuvent changer à tout moment. Alors attention à ne pas sous-estimer ou blesser quelqu'un dans la vie. Il peut maintenant être puissant, mais n'oubliez pas que le temps est plus puissant que vous. Il suffit d'un arbre pour faire 1 million d'allumettes, et seulement une allumette pour brûler 1 million d'arbres. Sois bon et fais le bien, nous dit Bouddha. Alors, plus que jamais, nous avons le pouvoir individuel de développer ce comportement dans l'intérêt général. Personne, je dis bien personne, ne peut nous empêcher d'exprimer des petits bonheurs par des gestes et des paroles simples et inclusives, même lorsque l'ambiance générale se détériore. Sachez que l'intérêt porté à autrui, cette reconnaissance positive, déclenchera beaucoup plus d'impact positif que vous ne le croyez, car comme une dynamo, elle en entraînera beaucoup d'autres. Alors, merci Gandhi pour tant d'intelligence. Et j'ai envie de vous dire, et si nos petits gestes étaient des dons, rendant les gens rencontrés plus heureux et ce monde plus serein? Point d'interrogation. Merci de m'avoir lu ou écouté jusqu'au bout. En ce 27 mai 2020, non loin de Paris, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, voire une bonne nuit pour ceux qui écoutent ça un peu tard. Merci, au revoir.